Hezbollah est venu à remplacer l'OLP, causant des dommages plus graves encore, puisqu'on le verra beaucoup plus tard durant la guerre de l'été 2006. Près de 1000 soldats israéliens seront tués, et la Syrie profite de l'échec israélien et du départ de l'OLP, ennemi, pour établir son hégémonie sur la majeure partie du pays, et davantage encore avec une reconnaissance internationale de cette hégémonie, avec les accords d'inter-arabes de Taïf en Arabie Saoudite le 22 octobre 1989, et l'acceptation implicite des USA de cette occupation après la première guerre du Golfe en janvier-février 1991, et aussi la bienveillance européenne à l'égard de Damas au cours des années 1990. Alors en 2004, en 2005, sous une forte pression politique et diplomatique, la Syrie devra retirer ses troupes du Liban, mais il jouera encore la politique de la terre brûlée, puisque, je vous rappelle, les attentats et le plus connu, celui qui coûta la vie à Rafik Hariri. Alors aujourd'hui, donc j'espère que je ne vais pas aller trop vite. De toute façon, ça c'est la petite période historique. Si vous voulez approfondir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en reviendra avec les questions. Donc là, je vais passer directement à l'actualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des relations libano-israéliennes? Alors, comme vous voyez dans les médias, c'est toujours très tendu, de par le contexte régional. Mais au risque de surprendre, je vais essayer d'expliquer, de voir avec vous pourquoi il faut lire entre les lignes, il faut bien se pencher sur le problème pour voir qu'au-delà des tensions qui se passent sur la scène, dans les coulisses, c'est autre chose. Alors bien sûr, le Hezbollah est plus fort que jamais. D'abord sur le plan politique, le Hezbollah a surtout acquis une nouvelle dimension politique, notamment sur la scène libanaise. Alors depuis son implication dans la guerre civile syrienne, aux côtés d'Assad et de son rôle de véritable bouclier face à la menace djihadiste sunnite, la milice chiite est devenue assez populaire dans l'opinion publique yéménaise, et ce, dans toutes les communautés, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. D'ailleurs, il est important de rappeler ici que de jeunes chrétiens libanais, les sources parlent de plus d'une centaine, ont rejoint leurs compatriotes chiites en Syrie pour combattre et soutenir les forces loyalistes du régime de Damas. Quoi qu'il en soit, l'organisation chiite apparaît dès lors comme incontournable, et sa position s'est considérablement renforcée sur la scène locale. Notamment depuis l'arrivée à la présidence du Cèdre en octobre 2016 de son allié politique Michel Aoun, l'ancien général de l'armée libanaise et chef du courant patriotique libre, le principal parti chrétien. Jusque-là, et avant les dernières victoires de l'armée libanaise sur Daesh et la frontière syro-libanaise, le Hezbollah semblait être la seule force armée capable de protéger le pays et ses minorités, même mieux que l'armée libanaise elle-même, puisque lors de ces accrochages, l'armée libanaise était en difficulté, et c'est souvent le Hezbollah qui venait renforcer les troupes pour lui donner l'avantage. Alors sur le plan strictement militaire, il est vrai que le Hezbollah a grandement renforcé son arsenal depuis ces 10 dernières années. Alors d'un groupe terroriste au début, il s'est depuis transformé en une véritable armée très organisée et structurée. Ses troupes sont estimées à environ 30 000, 40 000 hommes. Au sud du Liban, le Hezbollah disposerait de 100 000, 120 missiles et roquettes. En comparaison, en 2006, c'était 12 000. Et ces positions ont été fortifiées. D'autre part, les combats en Syrie ont permis à ces troupes, qui s'élevaient entre 5 000 et 10 000 selon certaines sources, d'acquérir une certaine expérience et une expertise opérationnelle conséquente. De plus, les combattants chiites se sont souvent battus aux côtés des forces spéciales iraniennes, comme vous l'avez entendu dans les médias, et surtout aux côtés des troupes russes. Ils ont donc beaucoup appris des méthodes de guerre de Moscou, et se sont également familiarisés avec les dernières technologies des armes russes, comme les drones, les armes anti-chars, etc. Cependant, il faut tout de même rappeler que si le Hezbollah a connu un certain succès en Syrie, il a aussi subi des pertes relativement importantes proportionnellement aux forces qu'il a engagées. Alors là aussi, les chiffres sont un peu... tout le monde y va de
ces estimations, mais on compte entre 2000, voire parfois 3000 tués dans les combats. Et sans parler des nombreux blessés. De fait, donc, les troupes du Hezbollah, en dépit de leur succès militaire, sont quand même littéralement épuisés par presque 7 ans de conflit en Syrie. Alors qu'en est-il du côté israélien? Alors, les Israéliens voient cette montée en puissance de la milice chiite d'un très mauvais œil. Donc, ils sont assez prévoyants et depuis quelques temps, Tsahal est en alerte quasi permanente à la frontière nord et nord-est dans le Golan. Ils ont tiré les leçons de la guerre de 2006, il y a 11 ans, et la défense civile s'est donc grandement renforcée et améliorée dans le nord du pays. De nombreux abris ont été construits et des plans d'évacuation de grande ampleur sont prévus. Les généraux et stratèges israéliens prennent donc très au sérieux toutes les menaces et tous les scénarios sont étudiés. Le principal risque pour l'État hébreu serait moins une vaste attaque terrestre qu'une pluie de missiles tirés à partir du sud-Liban, pouvant même atteindre, selon certains experts, Tel Aviv. Alors, outre leurs infrastructures civiles, économiques et militaires, les forces israéliennes devraient aussi protéger leurs installations pétrolières et gazières en Méditerranée orientale. Et même avec des systèmes anti-aériens et anti-missiles ultra sophistiqués comme le dôme de fer ou la fronde de David, le danger reste de taille et il n'est pas certain que les Israéliens réussissent à neutraliser totalement l'ensemble du système de défense du Hezbollah, même s'il est certain qu'en cas d'une nouvelle crise, la riposte ou une attaque préventive israélienne serait terriblement plus dévastatrice qu'en 2006. C'est la raison pour laquelle les exercices de défense civile sont fréquents et que les grandes manœuvres militaires se sont multipliées ces dernières années. La plus importante, c'est en septembre 2017, qui a été le plus grand exercice militaire de l'armée israélienne, et qui a duré une dizaine de jours et qui a mobilisé plus de 10 000 soldats et toutes les armes, toutes les composantes de l'armée israélienne y ont participé. C'est la première fois qu'un tel exercice a eu lieu depuis une vingtaine d'années. Alors, outre le fait de se préparer, cet exercice c'est aussi un très bon moyen d'adresser un signal fort à la milice chiite libanaise, et Israël montre ainsi ses muscles au cas où. Alors que va-t-il se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années? Va-t-on assister à une guerre chaude ou à une sorte de guerre froide à la frontière? Alors pour comprendre ce qui se passe, il faut élargir le focus, comme vous vous en doutez, et voir un peu plus loin dans les pays alentours et dans toute la région ce qui se passe et tous les mouvements géopolitiques qui sont en train de se faire. Donc je vous rappelle que l'Iran est le grand gagnant de la guerre en Syrie, l'Iran qui est le premier soutien et le premier bailleur de fonds, je vous le rappelle, du Hezbollah, et le principal ennemi géopolitique de l'État hébreu. Mais toutefois, en dépit de certaines déclarations alarmistes du côté israélien, la situation régionale actuelle n'a jamais été aussi favorable pour l'État hébreu. D'abord, la Syrie est exsangue. L'Égypte et la Jordanie, et on le voit ces derniers temps, l'Arabie Saoudite, n'ont jamais été aussi proches d'Israël. Quant à la Turquie, malgré ses succès récents en Syrie, dans le nord de la Syrie, il faut attendre et se méfier parce que cette apparence de force traduit aussi beaucoup de faiblesses. Je vous rappelle que la Turquie a connu une tentative de coup d'État à l'été 2016, qu'il y a de fortes tensions en interne. Et que, bon voilà, c'est un moyen pour la Turquie de montrer ses muscles à l'extérieur, pour essayer de ressouder la nation turque, mais bon, c'est pas encore fait, il faut rester prudent. À présent, avec la nouvelle administration de Trump, Israël ne pouvait rêver meilleur soutien. Enfin, là encore, malgré les nombreuses bêtises que l'on peut attendre et lire, il faut souligner les excellents rapports entre la Russie et l'État hébreu. La Russie, qui, je vous le rappelle, est depuis son intervention en Syrie en septembre 2015, le véritable maître du jeu dans la région et surtout le juge de paix. C'est intéressant de remarquer que ces derniers mois, tout le monde se tourne vers la Russie.
avec son intervention, elle s'est positionnée comme incontournable dans la région et elle est surtout respectée et écoutée. On le voit, même les Saoudiens se sont tournés vers les Russes, donc les Russes parlent aux Saoudiens, parlent aux Iraniens, parlent aux Syriens bien sûr, et même les Israéliens sont très proches de Moscou. Je vous rappelle les contacts quotidiens, les visites quotidiennes de Netanyahou à Moscou et les contacts quasi quotidiens entre les états-majors des deux pays. Donc pour l'instant, Israël garde une supériorité indiscutable et n'a véritablement concurrent sérieux. En ce qui concerne le pays du Cèdre, mis à part le gros problème des réfugiés syriens, plus d'un million, les estimations évoquent le chiffre de 1 million, ce qui représenterait 25% de sa population. Le Liban a retrouvé une relative stabilité politique, même si c'est toujours assez fragile, depuis l'élection de Daoun comme président en 2016. Il a réussi à faire un accord avec son grand rival Samir Jaja, qui est l'autre chef de l'autre grand parti chrétien, dont je ne me souviens plus le nom, les forces libanaises, c'est ça, merci. Et je vous le rappelle encore une fois, comme j'ai dit précédemment, Michel Aoun est un allié politique du Hezbollah, ce qui a été longtemps reproché. Et donc il a amené une certaine stabilité. Donc après on en reparlera peut-être dans les questions. Il y a des élections qui se préparent en mai prochain. Alors là aussi c'est le Liban, les alliances politiques sont très mouvantes. Enfin, on y reviendra. Donc, mais bon, pour l'instant, par rapport aux mois et aux années qu'on a connues, c'est quand même beaucoup plus stable que par le passé. Donc malgré ce qu'on peut entendre, encore une fois, dans les médias sur la tension dans la région, moi, pour ma part, je pense pas qu'il y ait un affrontement. Il faut bien comprendre que personne n'y a intérêt, ni les Libanais, ni les Israéliens. Il y a des signes qui le prouvent. Je vous rappelle qu'en 2014, lors de la guerre de Gaza, il y a des missiles, des roquettes qui ont été tirées du Liban Sud par des milices sunnites. Et c'est le Hezbollah qui s'en est occupé et qui a mis fin à ces tirs. Donc ça, c'était déjà un premier signe que le Hezbollah ne cherchait pas l'affrontement, notamment parce qu'à l'époque, il était déjà fort impliqué dans le conflit en Syrie. Plus tard, en janvier 2015, dans ces nombreux raids que Israël a fait en Syrie avec, entre parenthèses, je vous le rappelle, l'accord tacite des Russes, parce que le ciel russe et le ciel syrien est complètement russe. En 2015, il y a eu, avant l'incident du F-16, il y a quelques temps. 2015, c'est l'incident le plus grave puisqu'il y a, je ne me rappelle plus le nombre de responsables, de hauts responsables du Hezbollah, voire même un général iranien qui ont été tués dans ces raids. Et donc il y a eu des représailles à la frontière, 2 soldats israéliens ont été tués, mais bon, ça n'est pas allé plus loin. On parle même qu'il y a eu des contacts entre responsables israéliens, voire iraniens. Et donc là aussi ça s'est calmé, mais là aussi c'était une autre période. L'épisode du F-16, là aussi ça aurait pu, tout le monde dit que ça va, pour parler vulgairement, ça va péter, mais bon si ça avait dû péter, ça aurait pété avec l'épisode du F-16. Je vous rappelle là encore que c'est la Russie qui a joué les intermédiaires et qui a calmé tout le monde. Donc, en réalité, un Hezbollah trop puissant ne convient pas plus aux Israéliens qu'au gouvernement libanais, ni aux Russes, et encore moins au régime de Damas. Je vais conclure ici, et puis là on développera avec les questions, ce sera plus agréable.
Il faut bien vous dire que dans cette région, plus qu'ailleurs, il y a souvent la scène, mais surtout les coulisses. Tous ces gens-là, malgré les rodomontades, les menaces, les discours belliqueux de part et d'autre, tous ces gens-là se parlent d'une manière ou d'une autre, que cela soit grâce à des intermédiaires, comme les Russes ou même les Américains, que ça soit directement. Si vous voulez, on pourra développer aussi rapidement dans les questions les relations entre l'Iran et Israël. Alors ça, c'est étonnant, hein, parce que peu de monde en parle. Mais voilà, dernier exemple, en ce moment, le Liban a signé l'autorisation d'exploitation de ces gaz, de ces gisements de gaz en Méditerranée orientale, au large de ses côtes, avec une société française Total, une société italienne Eni, une société russe, c'est encore là, vous voyez. Et donc il y a des négociations en cours entre qui sont disputées, notamment le bloc 9. Et croyez-moi, là aussi, ces dernières semaines, j'ai pu lire et entendre des discours. Donc le Liban a le Hezbollah pour jouer les gros bras, et Israël a un peu Lieberman pour jouer le rôle du bad cop dans les négociations. Et tous ces gens-là se parlent, et même les Israéliens et les Libanais se parlent. Et moi, j'étais en Israël en 2013, et déjà à l'époque, il y avait des négociations sur ces gisements, directement, sans l'intermédiaire d'Israéliens ni de Russes, entre les Israéliens et les Libanais, avec l'accord du Hezbollah. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours ni tout blanc ni tout noir dans la région. Il faut rester prudent. Alors bien sûr, tout est toujours possible. Une étincelle peut mettre le feu à la région, mais bon, je pense qu'on n'en est pas là, puisque c'est dans l'intérêt de personne. Voilà, merci de votre attention, et si vous voulez, on va passer aux questions.